Merci d'être là pour ce premier rendez-vous de Solucir pour 2023. On est là pour parler des leviers de la finance durable pour développer son projet circulaire. Je suis Audrey Arnaud, je suis coordinatrice de l'association Solucir et je suis ravie de passer cette matinée avec vous. Qui ne connaît pas Solucir? Merci de lever la main en toute honnêteté. Merci aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter rapidement l'association. Donc l'association Solucir, c'est une association qui a 2 ans d'existence maintenant, mais qui émane d'un réseau d'acteurs engagés dans l'économie circulaire depuis 2015. Notre mission, c'est d'instaurer et développer l'économie circulaire comme modèle prépondérant de l'économie du territoire. On agit globalement sur le territoire Savoie-Haute-Savoie. Et c'est 4 collectivités historiques qui se sont engagées pour initier cette dynamique et qui perdure aujourd'hui, qui a été portée par un certain nombre d'entreprises locales. On a 19 entreprises au conseil d'administration maintenant, ce qui montre que l'économie circulaire se développe petit à petit sur le territoire. Et on a un certain nombre d'administrateurs qui sont présents aujourd'hui, merci à eux. Donc on a 3 grandes missions. La première est l'historique, c'est de mettre en lumière les solutions locales. Donc voilà, de montrer qu'il y a des entreprises, des solutions qui existent, qui mettent en œuvre la circularité grâce à leur modèle économique. Et donc c'est de les identifier et de les soutenir autant que faire se peut. Le deuxième axe qu'on a, c'est de démocratiser l'économie circulaire sur le territoire, puisque si on veut opérer un changement au niveau territorial, on se dit qu'il ne faut pas qu'on reste dans l'entre-soi, entre acteurs purement circulaires, mais il faut qu'on embarque un maximum de monde, aussi les entreprises plus classiques, plus traditionnelles, dans leur transition pour mieux gérer leurs ressources, puisque l'économie circulaire, là-bas, c'est comment on fait pour que les ressources qu'on utilise aient la durée de vie la plus longue possible. Et enfin, notre dernière action, c'est de soutenir la création de filières locales, puisqu'il y a un certain nombre de sujets sur le BTP, sur la consigne, sur les filières jeux et jouets. Il y a pas mal de filières qui sont en train de se mettre en place, et l'idée, c'est de les soutenir là aussi dans leur mise en place, en favorisant la collaboration entre les acteurs. Voilà, donc aujourd'hui on est à 180 adhérents, on est fiers de ça. Et donc on a opéré cette première réunion autour du sujet de la finance durable. Donc peut-être vous expliquer pourquoi on a mis en place cet événement, alors qu'il y a des acteurs ici présents qui font des sujets de financement, et donc nous, c'est pas notre métier historique. Mais pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a, du coup, en étant en contact d'un certain nombre de solutions circulaires, dans nos adhérents, on a pu percevoir qu'il y avait des problématiques autour des sujets de financement des modèles économiques. Et on s'est dit que c'était intéressant, du coup, de ne pas voir le financement comme l'ennemi, quelque part, de la circularité, mais pour nous, c'est plutôt un levier pour pouvoir développer son modèle et avoir plus d'impact sur le territoire. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, en vous entendant, il y a des personnes qui se disaient, il y a des personnes qui se développent vraiment en fonds propres uniquement pour garder la main sur le projet, mais est-ce que c'est le bon modèle? Il y a des personnes qui disent, ok, à quel moment est-ce que je fais appel à un prêt bancaire? À quel moment j'ouvre mon business à un fonds d'investissement? C'est quoi les conditions pour obtenir une subvention? Voilà. Est-ce qu'il y a des leviers, des outils spécifiques financiers auxquels je peux avoir accès du fait d'être dans une logique d'impact et de circularité? Voilà, donc c'est des genres de questions qu'on a eues et sur lesquelles on s'est dit ça peut être intéressant d'organiser cet événement aujourd'hui. Donc on remercie nos partenaires, le Crédit Agricole des Savoies, représenté par Angélique, ici présente, et on remercie le village, évidemment, pour nous accueillir dans ce joli endroit. Et puis on remercie Séverine Gérardin de Simone & Co qui va animer la table ronde. Donc je lui passerai avec plaisir le micro juste après. On remercie Johan de Yokot qui... du coup, nous fait la captation de la vidéo pour ceux qui n'auront pas pu venir aujourd'hui et qui auront envie d'avoir accès à ces informations. Bienvenue à vous tous. Merci à Séverine pour animer cette table ronde. Et je te laisse le micro. Merci à tous. Je vois que ça marche. C'est super. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, moi, mon rôle ici, ça va être vraiment d'animer cette table ronde. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on sait tous que lorsqu'on est soit start-up, soit une entreprise, le financement, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et donc, c'est très important d'expliquer, de pouvoir avoir les bonnes informations. Et très souvent, ça peut paraître un parcours du combattant quand on est entrepreneur ou entreprise, de savoir à quel type de financement on a accès, à quel moment de son projet, de son développement. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'était, comme l'a dit Audrey, c'était vraiment de réunir un panel d'intervenants qui pouvaient nous apporter ces informations, enfin vous apporter aussi ces informations, ces clés
en fait, pour avancer dans le développement de votre activité. Donc, maintenant, je vais passer à la finance durable en tant que telle, et très rapidement, une définition très simple. Il y a sûrement des gens experts qui vont dire que c'est un peu simpliste, mais au moins, ça permet à tout le monde de bien comprendre de quoi on parle. La finance durable, en fait, c'est vraiment les pratiques et les solutions de financement qui intègrent les dimensions sociales et environnementales dans l'évaluation des entreprises pour accéder au financement. D'accord ? Donc, clairement, vous êtes une entreprise à impact, vous pouvez avoir accès à de la finance durable, et d'autres entreprises établies qui sont en mode transition peuvent aussi éventuellement avoir accès à la finance durable s'ils répondent à certains critères d'évaluation. Donc c'est ça quand on parle de finance durable. Donc derrière moi, je vais vous présenter maintenant aujourd'hui nos 5 intervenants, puisqu'on a la chance d'avoir 5 intervenants de qualité. Donc on a trois intervenants qui vont représenter plutôt l'aspect financier. Et puis on a deux entreprises qui sont là pour témoigner en fait de leur expérience de recherche de financement, de levée de fonds. Donc avec nous donc aujourd'hui, je vais commencer par Angélique Grolot du Crédit Agricole des Savoies qui est chargée de transition écologique. Bonjour Angélique. On a avec nous également Marjorie Vachtel qui représente le fonds Impact Antheos et elle vous en dira un peu plus tout à l'heure. On a également Aurélie France d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc Aurélie est chargée d'affaires, innovation, développement économique. Donc merci, bonjour. On a avec nous également Anne-Sophie Chamois d'Energy Pool. Donc Anne-Sophie est directrice stratégie et relations publiques pour Energy Pool. Donc Energy Pool, c'est une entreprise qui propose des solutions d'effacement énergétique. Mais Anne-Sophie nous expliquera plus exactement de quoi il s'agit. Et puis on a Benoît qui représente l'entreprise Gold. Et Gold, c'est une entreprise qui produit des prises d'escalade recyclables et recyclées. Pareil, Benoît vous expliquera un petit peu plus en détail ce dont il s'agit. Donc merci à tous les 5 d'être avec nous aujourd'hui. Donc je vais commencer par donner la parole en fait à Aurélie France de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et je vais lui demander en fait quand est-ce qu'intervient Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et quelles solutions en fait et préconisations vous recommandez aux entreprises en fait dans leur recherche de subventions. Bonjour à tous. Donc effectivement, je représente Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc en quelques mots, on est l'agence de développement économique de la région. Donc on est financé à 100% par la région et le département. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement économique. Donc les entreprises industrielles, plutôt celles qui ont passé la phase d'amorçage, donc plutôt celles qui ont à peu près 3 ans d'existence. Et on les accompagne sur différents aspects, que ce soit donc le développement économique, le recrutement, l'internationalisation et la recherche de financement notamment. Donc nous, on n'a pas de financement en propre, on n'a pas d'argent à nous qu'on peut distribuer, mais on aide les entreprises à obtenir et à comprendre les financements publics. Et donc, pour répondre effectivement à la question, quand et comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces financements? Alors, le quand, c'est le plus tôt possible. Alors, il faut faire un juste milieu entre bien concevoir son projet, parce que la base, c'est quand même que votre projet soit utile pour vous. C'est-à-dire que vous devez d'abord travailler sur votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous, pour votre entreprise? Donc, définir vraiment clairement votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels résultats vous voulez obtenir? Quels sont les types de dépenses auxquelles vous allez devoir faire face? Quel montant ça va représenter? Et sous quel délai vous voulez arriver à un résultat? C'est vraiment important de travailler là-dessus pour vous d'abord, et pas de se dire qu'est-ce qui existe et de coller votre projet dans ce qui existe. C'est vraiment d'abord pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire. Et ensuite, il faut se poser tout de suite après la question de comment je vais faire financer ce projet. Il ne faut pas oublier que même dans les financements publics, ils ne vont pas financer 100% du projet. Donc il y a une bonne partie que vous devrez financer vous-même. Donc il faut commencer à réfléchir à ça, parce que les financeurs vont vous demander comment vous avez prévu de financer. Ensuite, donc la deuxième étape, c'est d'identifier tous les financeurs qui existent, sachant que chacun va avoir une spécificité particulière. Il y a le financeur le plus connu sur ce type de projet, c'est évidemment l'ADEME. Donc l'ADEME va financer différents types de projets, parfois des petits, parfois des très gros, parfois avec de l'investissement, parfois uniquement avec de la R&D.
Il y a d'autres acteurs, il y a la région bien sûr, il y a la Banque des Territoires, il peut y avoir l'Agence de l'eau, il y a BPI. Chacun a des dispositifs différents qui évoluent. Donc il y a des appels à projets qui sont publiés régulièrement avec des dates de clôture. Il y a des choses qui durent plus ou moins tout le temps. Donc il faut bien regarder en fonction du type de dépenses que vous prévoyez de faire, quel est l'appel à projet le plus adapté. Il y en a qui vont financer uniquement la R&D, il y en a qui vont financer de l'investissement, il y en a qui vont financer les deux. Donc c'est pour ça que votre projet doit être très clair au départ. Une fois que votre projet est clair, que vous avez financé, enfin vous avez identifié le type de financeur et l'appel à projet qui convient, et là il va falloir passer à la phase explication de votre projet. Donc c'est là où en général on vient accompagner beaucoup les entreprises, c'est que très souvent vous maîtrisez à fond votre projet sur la partie technique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller? Les financeurs, eux, s'intéressent à différentes choses, et notamment aux impacts que ces projets peuvent avoir, et notamment, évidemment, les impacts environnementaux. Quelles sont les conséquences des projets sur le territoire, sur l'emploi, sur la recyclabilité, sur le taux de déchets, le taux de CO2, ce genre de choses. Et ça, c'est en général les choses très importantes à mettre en avant dans les dossiers, à bien expliquer. Très souvent, il faut des données chiffrées. L'ADEME, par exemple, va vous demander l'impact environnemental, le taux de CO2 préservé, l'ACV sur votre produit, s'il est éco-conçu, tous ces genres de choses. Soit il faudra avoir ces données dès le départ, soit il faut les prévoir dans le cadre du projet. Un deuxième aspect qui est très important aussi, c'est les emplois. C'est la quantité d'emplois qui va être soit créée, soit au moins sauvegardée dans le cadre du projet. Les impacts sur le territoire, l'impact économique. Est-ce que vous créez quelque chose qui n'existe pas sur le territoire? Est-ce que vous contribuez à sa sauvegarde? Voilà, toutes ces choses-là, en fait, il faut se demander qu'est-ce qui intéresse le financeur. Pourquoi est-ce qu'il va mettre de l'argent dans mon projet? Quel bénéfice, si on peut dire, lui, il va en tirer? Donc voilà, tous ces éléments qui sont importants, en plus de, évidemment, l'intérêt purement de votre projet, sa technicité, votre savoir-faire, etc. Aurélie, juste une petite question pour compléter ce que tu viens de dire. Est-ce que vous accompagnez justement, est-ce que vous aidez les entreprises à monter ce projet, à monter leur dossier et à les aider justement à récolter ces informations pour démontrer l'impact de leur projet? Alors nous, on accompagne dans le sens conseil, c'est-à-dire qu'on va les aider donc à identifier le bon programme et à structurer leur projet. Nous, on ne va pas écrire le dossier pour vous. En revanche, on va le relire avec vous, on va vous aider à identifier les endroits où il faut insister, et on peut vous recommander aussi les gens ou les organismes qui peuvent vous aider à obtenir ces données. Ok, merci bien. Et peut-être juste le dernier point, très important quand même, c'est que quand on décide de passer par un financement, par des financeurs publics, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de contraintes importantes. La première étant qu'il ne faut pas commencer le projet avant d'avoir déposé son dossier de subvention. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir engagé de dépenses avant d'avoir déposé le dossier. Donc ça peut être contraignant. Il y a en général des deadlines pour déposer son dossier. Et donc ça peut des fois vous mettre 2, 3, 4, 6 mois de délai avant de pouvoir commencer votre projet. Il faut en être conscient. Et ensuite, il peut y avoir encore plusieurs mois avant que vous ayez la réponse. Donc ça génère forcément du délai. Donc ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est en fonction aussi du dispositif, ça va vous générer des contraintes administratives ensuite, puisqu'évidemment, les financeurs vont vous demander du reporting. Qu'est-ce que vous avez fait, en gros, avec l'argent qui vous a été donné? Donc, il faut en être conscient. En fonction des programmes, c'est plus ou moins lourd. Donc ça, il faut le prévoir là. Merci. Juste pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Aurélie et les différentes étapes d'un projet, les différentes options de financement, je veux juste vous attirer votre attention sur ce qui est à l'écran là, juste derrière nous. C'est un schéma qui représente en fait les différentes options de financement, les différentes sources de financement en fonction de l'évolution de votre projet, donc de l'idée jusqu'au développement. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a 4 grandes sources de financement. La première qu'on appelle Love Money. Alors je vais tout de suite enlever toute ambiguïté sur ce que ça veut dire. Love Money, c'est vraiment l'apport de capitaux propres de la famille, de proches ou
de clients déjà convaincus avant la preuve de concept. Donc, on parle de ce genre de monnaie. Okay. Ensuite, on a les prêts, bien sûr. Donc, et on va avoir la vision bancaire par Angélique. Donc, ça va vous éclairer. On a également les financements publics. Donc, Aurélie vient de vous expliquer tout ça. Et puis, on a la partie financement. Qui va être représentée ici par Marjorie, et dans la partie investissement. Et dans cette partie investissement, donc on a également plusieurs sources d'investissement, et je vois qu'on a Nicolas Chutowski de Samba. Samba est un acteur Business Angels qui fait partie de cette partie-là du financement. Donc voilà, je voulais juste vous attirer votre attention sur ce schéma et les 4 grandes sources de financement. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'aujourd'hui, on a des représentants pour chacun au moins des trois grandes sources de financement: prêt, financement public et investissement. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais passer la main à Angélique maintenant, du Crédit Agricole des Savoies. Donc Angélique, est-ce que vous pouvez nous dire, excuse-moi, je te vois, mais c'est à partir de quel moment en fait le Crédit Agricole accompagne les projets des entreprises? Alors, on va les accompagner. Enfin, je vais peut-être présenter rapidement le Crédit Agricole avant de commencer. Je pense que beaucoup de monde connaît cette petite banque locale avec rapidement ses 700 000 clients. On est 2500 collaborateurs aussi sur les 2 départements, Savoie et Haute-Savoie. J'en dirai pas plus, si vous voulez, on en discutera ensuite. Moi, au Crédit Agricole des Savoies, je suis chargée de transition écologique. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leur propre démarche de transition, quelle qu'elle soit. Autant on a une responsable RSE qui a vraiment la vision interne, autant moi j'ai vraiment pour mission de pouvoir accompagner nos clients sur leur démarche, que ce soit du coup sur des sujets d'énergie, énergie renouvelable, mobilité, efficacité énergétique, mais également sur des sujets plus larges, l'économie circulaire, les pollutions de l'air, pollution de l'eau, tout ce qui est chaîne de recyclage, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, finalement, sur les accompagnements qu'on peut réaliser, donc finalement du particulier jusqu'à la grande entreprise, là on va cibler du coup plutôt sur les personnes morales ou entités du coup plutôt professionnelles. On va accompagner du début finalement au niveau start-up, création d'une entreprise, jusqu'à une grande entreprise qui est déjà en développement, PME, ETI, etc. Quel que soit finalement son niveau de développement. Et si on regarde du coup vraiment la partie démarrage, et ça fait lien du coup avec le schéma qui est derrière, la partie bancaire, et en tout cas au Crédit Agricole des Savoies, on va accompagner le financement à partir du moment où l'entreprise, la start-up, va avoir un premier carnet de commandes et va avoir du coup déjà fait sa phase de prototypage, etc. Et là on va avoir du coup un premier chiffre d'affaires qui va pouvoir rentrer. Et bien souvent, du coup, il y a un lien avec les levées de fonds qui ont été faits ensuite. Il y a un effet de levier derrière de la dette qui est cherchée et où on va pouvoir accompagner à ce moment-là. Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur la partie financement à impact du Crédit Agricole? Ouais. Alors, on vient distinguer en fait 2 choses dans ce qu'on appelle du coup le financement lié justement à tout ce qui est développement durable. On va vraiment avoir une partie financement des actifs en fait qui vont être vertueux pour la planète, pour l'environnement et pour l'homme avec un grand H. Tous ces éléments-là, du coup, on va pouvoir proposer des prêts bonifiés parce que justement, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Quelquefois, du coup, les entreprises ont des contraintes réglementaires. On a plutôt du coup le bâton pour pouvoir inciter du coup parfois ces investissements. Nous, on a plutôt envie de mettre la carotte du coup avec des prêts bonifiés pour financer ces actifs-là, que ce soit du coup au travers de prêts moyen terme classiques, que ce soit avec du crédit bail s'il y a des choses qui peuvent être financées sur des solutions en leasing. On essaie de s'adapter également en termes de durée sur les financements. Je parle par exemple de photovoltaïques qui vont être installés. On essaie de se caler du coup la durée des financements par rapport à la durée de vie de ces actifs. On essaye là aussi du coup, si on a des sujets d'économie d'énergie, économie de ressources, de se dire qu'on va caler les durées aussi de financement en fonction des économies qui sont réalisées pour que l'économie du coup soit calée par rapport à l'annuité qui est générée. Donc tout ça, ça fait partie des financements verts, entre guillemets, même si le terme n'est pas forcément très bien adapté. Et en parallèle, du coup, pour les
projets d'investissement du coup de plus grande ampleur, quand on va dépasser du coup quelques centaines de milliers d'euros, on va pouvoir aussi, désormais on a des mécanismes qui vont nous permettre de faire des prêts fléchés en fait. Typiquement l'Union européenne, vous connaissez probablement la taxonomie européenne, qui permet de définir finalement qu'est-ce qui est vertueux, qu'est-ce qui ne l'est pas, avec des conditions bien spécifiques. Et donc voilà, sur ces typologies de prêts, finalement, on va pouvoir réaliser ces prêts fléchés qui vont avoir un impact d'autant plus intéressant du coup en termes de communication, parce que vraiment, la taxonomie européenne dit que mon projet, il est vertueux. Donc ça, c'est vraiment toute la partie où on finance les actifs qui permettent d'aller justement sur des sujets de durabilité. Et en parallèle, on va également proposer, peut-être pour des entreprises qui sont déjà plutôt matures en fait sur des thématiques justement de RSE et qui vont avoir des investissements à réaliser qui ne sont pas forcément des actifs vertueux, dans le sens où il va falloir développer son activité, il va falloir construire un bâtiment, il va falloir investir dans certains autres actifs. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle un prêt à impact. En fait, l'idée, c'est de se caler entre l'établissement bancaire et le client. On réfléchit ensemble sur les grands enjeux finalement en termes de RSE, quels seraient les objectifs finalement que l'entreprise souhaiterait se fixer sur les prochaines années. Et donc, ça va être des objectifs typiquement de réduction de consommation d'énergie, d'amélioration des ratios hommes-femmes, par exemple, au sein de l'entreprise. Donc, on va fixer finalement ces enjeux-là, on va se donner des objectifs, et finalement, tous les ans, on va venir demander en fait aux clients où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces objectifs-là. Et si on a atteint ces objectifs, si on les a dépassés finalement, on va venir pouvoir réduire en fait de quelques BP le taux de nos emprunts. Au même titre, si on n'atteint pas ces objectifs, eh bien on va l'augmenter un petit peu ce taux, pour éviter justement ce greenwashing qui est quand même assez récurrent sur ces sujets. Et donc c'est là où c'est important du coup, c'est pas forcément finalement le gain financier qui est forcément recherché dans ce type d'emprunt, parce qu'on va jamais augmenter ou baisser finalement d'énormément de BP justement le taux. Par contre, c'est vraiment une démarche qui vise à intégrer finalement des critères qui ne sont plus des critères que financiers dans de la dette bancaire, mais désormais du coup on intègre également des critères extra-financiers. Et c'est ça qui est assez nouveau et innovant sur les financements en ce moment. Merci. Donc du coup, forcément, je vais te poser la question, comment est-ce que le Crédit Agricole accompagne les entreprises pour justement leur permettre de ne pas avoir un taux qui augmente? Très bonne question. C'est vrai qu'au-delà de ces sujets de financement, nous-mêmes, banques, finalement, on est obligés aussi de se réinventer, trouver justement des idées assez nouvelles pour pouvoir accompagner nos clients sur ces thématiques-là. Et je vais citer deux exemples. Le premier, c'est une démarche qu'on a mis en place du coup en interne, qu'on appelle l'éclairage ESG, qui vise désormais pour tous nos chargés d'affaires entreprises à interroger en fait leurs clients pour savoir justement où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui sur leur démarche, que ce soit en termes de gouvernance, en termes justement de lien avec l'environnement, le lien avec les clients, les fournisseurs, etc. Mais au niveau social, pour savoir justement quelles sont leurs bonnes pratiques, quels sont éventuellement leurs besoins, pour pouvoir justement identifier, commencer à créer un dialogue finalement avec les entreprises. Et du coup, j'en viens à mon deuxième exemple. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer en fait des solutions clés en main. Typiquement, du coup, avec nos 700 000 clients, on a finalement la possibilité d'avoir dans nos clients des acteurs de la transition énergétique et environnementale. On a également des clients qui ont fait appel justement à ces acteurs. On a des retours clients également. Et en fait, pour nous, c'est important d'avoir une cartographie qu'on a réalisée et qu'on continue à faire parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur ces sujets-là. Une cartographie de qui fait quoi en fait aujourd'hui sur ces sujets de transition, pour pouvoir en fait nouer des partenariats et proposer en fait des solutions clés en main à nos clients. Donc typiquement un client qui vient nous voir en nous disant j'aimerais bien justement mettre du photovoltaïque par exemple sur mes bâtiments, on va être en capacité de pouvoir lui proposer justement des solutions avec des partenaires qu'on a validés. Donc tout ça, ça participe aussi à faire en sorte que on noue finalement des nouvelles relations avec nos clients et on essaie justement d'aller plus loin que la relation bancaire classique qu'on a peut-être en tête de juste la partie financement. L'idée, c'est d'aller plus loin sur ces thématiques. Merci. Enfin, alors, toute dernière question pour toi. Et après, promis, je passe la main. Est-ce que tu peux nous donner un peu des précisions sur
vraiment les profils d'entreprises qui bénéficient de vos solutions, un peu en détail. J'en parlais un petit peu finalement au début. En fait, on est vraiment sur tout type d'entreprise. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'entreprise vraiment qui va vraiment être à ses débuts, comme l'entreprise qui va vraiment être sur des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. L'idée, c'est vraiment du coup d'être sur la partie, sur les startups, on est vraiment sur une première phase d'amorçage du coup qui a été commencée. Ok, ça marche. Merci bien. Donc maintenant, on va changer un peu de côté. On va passer côté entreprise. Et je vais passer la main à Benoît de Gold, qui va nous expliquer effectivement, d'un point de vue de l'entreprise et d'un point de vue d'une entreprise qui se développe et qui recherche des financements, quel est le parcours et quelle a été la stratégie aussi de financement qui a été choisie. Et avant ça, je vais juste demander à Benoît de nous réexpliquer ce que fait Gold rapidement avant de répondre à la première question. Oui, c'est très important de comprendre quelle est notre entreprise parce que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Les financements qu'on va aller chercher, ça dépend vraiment du projet. Donc nous, la particularité de notre société, on a développé une innovation sur le marché des prises d'escalade. Donc directement, quand vous parle de prises d'escalade, vous vous dites que c'est peut-être un secteur de niche. En fait, il y a 7 millions de prises qui sont produites seulement sur le marché européen en Europe, par an, pardon. Et toutes ces prises-là, malheureusement, elles ne sont pas recyclables. Donc, c'est des résines qu'on vient à jeter à la fin. Et une prise d'escalade, aujourd'hui, dure entre 6 et 2 ans et demi en moyenne. Parce qu'il y a un large panel de salles d'escalade et malheureusement du coup il y a énormément de renouvellement qui s'effectue du fait du passage dans les salles d'escalade. Donc nous ce qu'on a décidé de développer c'est de dire bon ben voilà aujourd'hui il y a des résines qui ne sont pas recyclables, il y a aussi des résines qui sont recyclables, donc les thermoplastiques qui malheureusement parfois sont très mal utilisés. On a décidé de prendre du coup ces matériaux là, prendre en compte du coup toutes leurs problématiques et développer du coup un procédé pour fabriquer des prises d'escalade recyclables. Et donc aujourd'hui où on en est, on est plutôt, quand on montrait tout à l'heure le schéma de développement, on est plutôt dans la phase amorçage. Nous on a mis beaucoup de temps parce que donc on est une société à caractère industriel, on a développé un procédé, donc on est en train de l'industrialiser chez nous en propre. Et du coup on a déjà mis des produits sur le marché qui ont fait leurs preuves. On a eu une forte intention qui a été exprimée par nos clients et qui a permis du coup d'aller chercher des prêts. Et aujourd'hui, on est en train de boucler une levée de fonds. Alors du coup, quel a été le parcours le fonctionnement dès le départ pour nous, ça a été de nous tourner vers les acteurs locaux qui permettent de nous accompagner dans ces démarches-là. Donc, dans un premier temps, on s'est tourné vers l'incubateur. S'implanter sur un territoire, parce que c'est ce que fait Solucir en permettant à tout le monde de tirer vers quelque chose de plus durable. Pour nous, ça a été très important du coup de trouver les bons acteurs sur le territoire. Donc on s'est directement tourné vers l'incubateur qui, dans un premier temps, nous a expliqué du coup quelles étaient les bonnes démarches. Et du coup, côté financement, qu'est-ce qu'on est allé chercher? On est allé chercher Startup & Go Emergence sur la partie innovation, qui nous a permis de démontrer la faisabilité du projet. Pour ça, dès le départ, du coup, il y avait effectivement des fonds qui venaient de nous trois, les fondateurs, puisqu'il y a un ratio de fonds propres et financement. Et de là, du coup, ça a permis d'asseoir la faisabilité du projet pour aller chercher les autres financements. Ok, merci. Et donc, et ensuite, donc, tu as commencé comme ça par Startup & Go Emergence et travailler avec l'incubateur. Et ensuite, aujourd'hui, depuis Et donc, suite à Startup & Go Emergence, donc, on a démontré la faisabilité du projet. Pour nous, ça a été très important de toujours démontrer le fait que si on allait chercher des financements, c'était dans l'objectif de faire croître le projet. Et on avait la chance d'avoir des droits au chômage, donc on en a bénéficié également. C'est une énorme chance qu'on pouvait avoir. Donc le financement des actes. Et donc on a fléché du coup tous les financements sur du développement.
suite à Startup & Go émergence, on est allé chercher du coup directement le prêt d'honneur auprès du réseau Entreprendre. Là, pareil, encore, tout dépend du coup de la typologie des sociétés. Pour nous, vu qu'on a des très gros besoins de financement, on ne s'est pas dit qu'on allait se tourner spécifiquement vers les financements de l'ESS, parce que pour nous, les valeurs de l'ESS, elles sont très importantes, mais elles sont propres au projet. On ressentait ça plutôt comme une contrainte d'aller faire toute la démarche de l'ESS pour aller chercher des poches de financement qui pouvaient peut-être être beaucoup moins destinées à un caractère industriel. Et du coup, on s'est tourné vers le réseau Entreprendre pour aller chercher du prêt d'honneur, qui nous permet de faire un effet de levier côté bancaire, avec la particularité qu'on est dans une démarche de développement du coup avec des gros financements, donc on avait un objectif de levée de fonds, et que côté bancaire, forcément, financer seulement du développement sans contrepartie, enfin sans retour financier, sans chiffre d'affaires qu'on peut générer, forcément c'est pas quelque chose qui est réalisé. Donc il a fallu monter un projet dans la globalité, où ce qu'on venait financer par le prêt d'honneur du réseau Entreprendre était seulement un maillon qui nous permettait de tenir jusqu'à la levée de fonds. Et donc là, on est en train de boucler la levée de fonds sur la fin du mois. Super, merci. Je vois un petit peu dans les notes que j'avais prises, tu parlais de la French Tech, également de l'aide à la faisabilité de l'innovation de la BPI, donc tout ça fait partie de... Effectivement, donc dès qu'on est rentré au réseau Entreprendre, on a été mis en contact du coup avec la French Tech. La French Tech, ça a été très important pour nous parce que ça nous a permis d'avoir un fort accompagnement, et on a obtenu un financement donc la French Tech Tremplin, qui vise à accompagner les créateurs d'entreprises qui sont en marge des populations qui créent les startups dans la majorité. Un caractère industriel était valorisé du coup dans ce cadre de ce financement, et du coup ça nous a permis de bénéficier d'un an d'accompagnement dans la French Tech, qui nous a permis d'être en contact avec des experts qui venaient spécifiquement pour les 5 sociétés qu'on était, donc un accompagnement vraiment spécialisé. Et côté financement, du coup, là, on a eu une poche de 30 000 € qui nous a permis de continuer le développement, nous, de notre côté, pour faire nos preuves sur le marché des prix d'escalade. Ok, merci. Et une dernière question pour toi. Quels ont été, je dirais, les freins, les obstacles, mais aussi les opportunités que vous avez rencontrées dans tout ce parcours? Alors des freins, il y en a plein. On en parlait malheureusement ce matin avec des personnes qui sont présentes ici. Les délais, il y a les délais qui sont annoncés par les poches de financement, puis après il y a toutes les contraintes qui peuvent émerger et qu'on n'a pas prévues. Typiquement une qui est malheureusement d'actualité. On a des délais qui se sont étendus sur l'obtention de nos prêts pour des simples modalités de l'ordre juridique, avec des nantissements qui étaient effectués sur de l'immobilisation machine et qui finalement et brevet, pardon, et qui finalement n'était pas possible d'être rédigé par la partie bancaire, et donc les dossiers passent les analystes, remontent et puis redescendent, et donc toutes ces choses-là font partie en fait de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, mais du coup il faut avoir des solutions de repli. Pour nous, les solutions de repli, elles se sont positionnées notamment à côté BPI, qui ont eu la capacité d'être très réactifs avec l'ensemble des financeurs qui nous accompagnent. Donc on a pu aussi... c'est ça qui est important, c'est de travailler avec des personnes aussi qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui se connaissent, où on a pu du coup tous ensemble réfléchir aux problématiques qu'on avait et solutionner ça. Et il y a une autre chose que je ne vous avais pas fait mention parce que c'est tout récent. On s'est également tourné vers France Active parce que du coup, donc nous ce qu'on permet, c'est la mise en place la production de prises d'escalade recyclables. Mais faire un produit qui est théoriquement recyclable, pour nous, c'est faire que le travail à moitié, si ce n'est pas du tout intéressant.
Parce que des produits théoriquement recyclables, on en connaît beaucoup, mais des produits recyclés, à la fin, réellement, il y en a peu. Et nous, du coup, on met vraiment l'économie circulaire en place sur le marché de l'escalade en récupérant les produits en fin de vie. Et donc, on s'est tourné vers France Active sur ce sujet-là, qui, du coup, nous permet, dans le cadre de notre levée de fonds, de limiter la part de capital qu'on vient céder aux investisseurs par la mise en place d'un prêt participatif. Et ça aussi, du coup, c'est un levier qui est super intéressant dans le cadre des levées de fonds qui sont forcément, enfin, en tout cas pour nous, qui étaient vraiment nécessaires. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais maintenant retourner côté financement et je vais passer la main à Marjorie Bachtel du fonds Impact Anteos. Marjorie, avant de nous expliquer un peu ce qu'est un fonds Impact, ce qui distingue d'un fonds traditionnel, etc., est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Anteos exactement? Bonjour à tous. Donc, Anteos, c'est des investisseurs entrepreneurs éco-responsables. Donc, en fait, on est investisseurs parce qu'on est un family office. On investit donc dans des entreprises et on les aide à croître. Entrepreneurs parce que, comme c'est un family office, en fait, c'est une famille qui a créé une entreprise, l'a revendue et a décidé d'utiliser l'argent obtenu pour investir à son tour dans d'autres entreprises. Donc, on réfléchit comme le dirigeant et vraiment on cherche à l'accompagner le plus possible, avoir une vision long terme et éco-responsable parce que 100% du portefeuille de Anteos sera éco-responsable d'ici 2030. Et ce qui lie la famille Parmentier qui est à l'origine du fonds Anteos et les équipes, ce sont vraiment des convictions et des valeurs fortes et une volonté d'accompagner les entreprises déjà éco-responsables vers une croissance forte et d'aider aussi les entreprises qui souhaitent se transformer et devenir éco-responsables dans cette action. Voilà, donc pour la petite présentation d'Anteos. Ensuite, concernant la différence entre un fonds impact et un fonds traditionnel, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de fonds à impact. Donc, il y a ce qu'on appelle les fonds à impact classiques. Donc là, c'est une philosophie d'investissement. C'est le fonds qui décide d'investir dans des sociétés avec des indicateurs environnementaux, sociaux et sociétaux forts. Et ensuite, il y a les fonds réglementés, c'est-à-dire les fonds qui vont répondre à la taxonomie, dont on a déjà parlé, et plus particulièrement au règlement SFDR qui régit justement ce type de fonds-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, premièrement, les fonds à impact. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement à impact s'est fortement développé ces dernières années. Il représentait 1715 milliards de dollars en 2020. C'est x4 par rapport à 2019. Donc, c'est important. En France, en fait, les fonds à impact se retrouvent dans France Invest, qui est l'association des sociétés d'investissement. Et donc, on identifie aujourd'hui 52 sociétés de gestion qui vont gérer 90 fonds et 4,5 milliards d'euros, ce qui est énorme. Ces fonds à impact, ils ont investi dans 1250 entreprises depuis leur création. Donc, il y a 3 caractéristiques pour devenir fonds à impact. Donc, premièrement, l'intentionnalité, c'est-à-dire l'investisseur doit démontrer sa volonté d'investir dans des entreprises qui visent le bénéfice social, sociétal ou environnemental et contribuer au développement durable. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a ensuite l'additionnalité. Donc, l'investisseur doit démontrer que son action contribue à accroître l'impact de la société dans laquelle il investit. Et enfin, la mesure de l'impact, c'est-à-dire qu'il doit mettre en place des critères et des indicateurs qui permettent de mesurer l'impact de l'entreprise. Et surtout, lorsqu'il y a une rémunération de la performance, il doit lier celle-ci à la fois à la performance économique, mais bien sûr aussi à la performance extra-financière. Voilà.
Donc ça, c'est pour les fonds à impact. Donc dans les fonds à impact les plus connus, vous allez avoir Citizen Capital, Alter Equity, qui sont des fonds connus. Et vous avez le mapping qui est derrière moi, qui est un mapping qui est fait par le mouvement Impact. Le mouvement Impact, c'est un mouvement auquel participent des entreprises, des sociétés de conseil et des fonds d'investissement. Et ce mouvement Impact a créé en 2021, il date de 2021, donc un mapping des sociétés d'investissement en fonction, bien sûr, du développement de votre entreprise et des tickets, c'est-à-dire de l'argent que vous voulez lever. Voilà. Donc c'est un bel outil qui permet aux entreprises qui souhaitent lancer une levée de fonds de bien choisir les fonds avec lesquels ils souhaitent participer. La réglementation SFDR. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que suite aux accords de Paris, donc en 2020, la taxonomie a été mise en place. Alors la taxonomie, c'est en fait l'Europe a décidé de classifier les activités économiques suivant six grandes catégories. Et donc, si votre entreprise fait partie d'une de ces catégories, vous êtes dans la taxonomie européenne. Donc les catégories, c'est l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire. Donc, a priori, tous les adhérents de Solicir sont bien dans des activités dites de la taxonomie. L'utilisation durable des ressources aquatiques et marines, la prévention et la réduction des déchets, et enfin la protection de la biodiversité. Donc voilà, donc, toutes ces activités, donc en fait, vous allez avoir des fonds qui vont se dire fonds taxonomie, c'est-à-dire qu'ils vont financer que des activités qui font partie des 6 grandes catégories que je viens de vous citer. Après, cette taxonomie, elle est pas suffisante pour permettre de classifier les fonds en fonction de leurs activités durables. Donc, il y a une réglementation qui a été adossée à cette taxonomie qui s'appelle la SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation, et qui donne un cadre et qui oblige en fait les fonds d'investissement, enfin les sociétés de gestion, à déclarer où sont positionnés leurs investissements. Donc en fait, il y a 3 articles dans cette SFDR qui permettent de classifier les fonds. L'article 6, donc les fonds classés article 6, ça veut dire qu'ils font rien. Voilà, donc en clair, ils ne sont pas du tout durables. Les fonds article 8, donc les fonds article 8, c'est des fonds qui vont mettre dans la sélection des entreprises dans lesquelles ils vont investir et dans le suivi des entreprises, qui vont mettre en place en fait une récolte d'indicateurs, ce qu'on appelle ESG, donc pour environnement, social et gouvernance, de la part des entreprises donc dans lesquelles ils vont investir. Donc là, c'est les fonds article 8. Et les fonds article 9, donc là, ils vont un peu plus loin, donc c'est vraiment les bons élèves des fonds d'investissement, qui, eux, vont avoir des objectifs ESG à atteindre. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont devoir non seulement mesurer les indicateurs ESG des entreprises et les inclure dans leur processus de sélection, mais aussi les mesurer et afficher des objectifs clairs sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est un peu la SFDR, c'est un peu le Yuka des fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on classe les fonds d'investissement en fonction de la façon dont ils vont gérer la durabilité. Et Antéos, du coup. Alors nous, on est plutôt fonds à impact. Donc, on n'est pas un fonds article 9 ou article 8, pour la simple et bonne raison qu'on est un family office et donc on n'a pas respecté ce règlement. Donc nous, ça va être dans les conditions d'investissement dans les entreprises qu'on va mettre des critères ESG. Et bien sûr, on va les mesurer tout au long de l'investissement et obliger les entreprises dans lesquelles on investit, via le pacte d'actionnaires, de s'améliorer sur les critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc on va faire un bilan carbone, par exemple, avec un plan d'action, et on va vérifier que l'entreprise, elle progresse tous les ans sur ces sujets-là.
Et on va aussi définir un certain nombre d'autres indicateurs qui vont être spécifiques à l'entreprise et sur lesquels l'entreprise va aussi devoir progresser. Donc ces indicateurs, ça peut être des indicateurs à la fois sur l'environnement, comme la biodiversité, la consommation énergétique, voilà, ce genre de choses, mais ça peut aussi être des indicateurs sur des critères plutôt sociaux, l'inclusion des femmes, la part des handicapés dans la diversité, voilà, dans l'entreprise, ou de gouvernance. Comment est-ce qu'on associe en fait l'ensemble des employés au partage de la valeur, ce genre de choses. Merci. Et donc, du coup, moi, j'ai une petite question qui me vient. J'imagine que ça va peut-être être dans les conseils que tu vas donner juste après. Mais comment est-ce que, en Théos, ou les fonds impact de manière générale, mais là, on parle d'Anthéos, comment est-ce que vous faites savoir aux entreprises qui cherchent des financements et qui peuvent avoir accès à ce type de fonds, comment est-ce que vous vous rendez visible auprès des entreprises ? Alors, on va se rendre visible notamment par ce genre d'initiative, voilà, et puis par la participation à des événements comme celui-ci, comme les universités de l'économie de demain, comme Change Now, voilà. Donc, on va essayer d'être présent sur des événements où les entreprises qui sont à impact ou en train de se transformer vont aussi être présentes. Okay. Alors après, tu m'avais demandé de réfléchir à quelques conseils. Quelques conseils à donner. Voilà, pour trouver le bon fonds. Donc, j'en ai listé 4, donc je vais partager avec vous. Le conseil numéro 1, c'est premièrement d'identifier les fonds qui ont une thèse d'impact, une thèse d'investissement qui correspond à ce dont vous avez besoin. Alors en fait, travailler avec un fonds, c'est comme un mariage. Donc, il vaut mieux essayer de travailler avec un fonds qui a les mêmes valeurs que vous. Ce sera quand même plus facile à gérer au quotidien, puisqu'on sait que les relations avec le fonds sont des relations sur la durée, et plus particulièrement avec un family office qui n'a pas les obligations d'un fonds réglementé, notamment de 10 ans, enfin de détenir seulement maximum de durée de 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on va identifier le fonds? Donc, premièrement, suivant le degré de maturité de votre entreprise, comme vous pouvez le voir sur le mapping, en fait, vous n'allez pas vous adresser au même fonds. Les startups, vous allez plutôt être sur des fonds, ce qu'on appelle VC, Venture Capital, des Business Angels, de l'amorçage, de la série A, de la série B. Alors que sur les PME ETI, vous allez plutôt travailler avec des fonds de transmission de capital développement. Ensuite, bien calibrer votre besoin financier. En fait, la première chose à faire, comme l'ont dit d'ailleurs les deux personnes avec qui je suis sur cette table ronde, c'est d'identifier de combien vous avez besoin, pour faire quoi, et de bien définir votre projet de développement. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir les bons fonds. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir des fonds qui sont thématiques. Par exemple, Archimède qui va être plutôt sur le médical et la pharma, les fonds agro, comme Créadev par exemple, les fonds chaleur, notamment à l'ADEME, enfin voilà. Et donc vraiment, c'est important de bien calibrer votre besoin financier et de savoir l'expliquer au fonds. Ensuite, il faut regarder bien sûr les thèses d'investissement des fonds que vous avez sélectionnés, parce qu'une fois que vous avez fait votre petit travail et que vous avez identifié quels sont les fonds qui correspondent à ce dont vous avez besoin, après, c'est bien d'aller voir sur le site internet et de voir quelles sont leurs sensibilités. Justement, comme je le disais, est-ce qu'ils ont des sensibilités thématiques, voilà, ce genre de choses. Vous allez avoir aussi, est-ce que vous voulez un investissement qui est sur un très long terme? Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que les family office sont plutôt intéressants pour vous parce qu'ils n'ont pas cette obligation de liquidité. Et donc, par exemple, vous pouvez aller sur Eldorado.co qui vous donne la liste des family office, puisqu'en fait, généralement, les family office aiment bien rester un petit peu discrets, et donc c'est pas facile de trouver une liste à jour et complète. Alors, j'ai trouvé celle-là sur Eldorado, je vous donnerai, si vous voulez, le site internet, mais ça vous permet d'avoir une première idée. Et puis, essayer d'obtenir des noms de personnes. Alors, pour ça, LinkedIn, c'est magique, donc faut pas hésiter, et puis de les contacter via LinkedIn, c'est aussi pas mal. Après, le conseil numéro 2, c'est est-ce qu'on utilise un intermédiaire ou pas?
Donc les intermédiaires quand on va approcher un fonds d'investissement, ça s'appelle les M&A ou les banques d'affaires. Donc c'est eux qui vont vous aider à gérer la levée de fonds. Donc en fait, ils vont vous aider premièrement à faire cette phase d'identification des fonds et surtout à rédiger un document de présentation de votre opération, en fait, de combien vous allez lever, donner l'ensemble des éléments financiers qui sont nécessaires à un fonds pour évaluer votre dossier. Et puis ils vont vous aider à mettre en valeur, en fait, faire la mariée la plus belle possible. Ça ressemble un peu à un courtier quand vous cherchez un prêt pour acheter votre bien immobilier. Alors après, il faut bien le choisir, cette banque d'affaires. L'intuité personnalisée est extrêmement important et vérifier qu'il va vous aider sur ce dont vous avez besoin. D'accord ? Avec Guillaume de Gottal, qui est aussi mon associé chez Anteos, on pourra vous donner des noms de MNS si vous venez voir pendant les petits speed meetings. Alors les points positifs du MNS, c'est le gain de temps, le gain d'expertise, puisque c'est son métier, et le potentiel gain sur la valorisation, parce qu'il va vous aider vraiment à mettre en valeur votre entreprise, et donc il va défendre vos intérêts. Par contre, le point moins, c'est les points négatifs, c'est que c'est un intermédiaire, il va se rémunérer sur l'opération, donc forcément l'opération va coûter plus cher. Et ensuite, parfois, ces intérêts ne sont pas forcément complètement alignés avec vous, et donc ça peut des fois déraper. Après, les alternatives justement aux banquiers d'affaires, c'est de participer à des événements et des contacts directs avec les fonds d'investissement qui en sont très friands d'ailleurs, parce qu'ils préfèrent ne pas avoir d'intermédiaire généralement. Le conseil numéro 3, c'est si l'impact c'est vraiment votre cœur de métier et si vous souhaitez vous transformer, c'est de bien l'indiquer dans la présentation que vous allez envoyer au fonds d'investissement, les indicateurs que vous utilisez, ce que vous voulez mettre en place et vraiment d'insister sur ce point-là. Aujourd'hui, on reçoit encore trop de présentations, je parle des fonds à impact, où dedans, il n'y a pas assez d'informations sur l'impact de l'entreprise et sur les indicateurs que vous souhaitez mettre en valeur. Ça reste encore très économique. Or, justement, vous choisissez de faire appel à un fonds à impact, donc c'est un fonds qui a normalement la même sensibilité que vous. Donc, cet aspect-là, il faut vraiment le mettre en valeur et ne pas hésiter à utiliser bien 4-5 slides sur votre présentation pour mettre en avant ces sujets-là. Et enfin, le conseil numéro 4, le dernier conseil, c'est il faut prendre le temps. Une levée de fonds, c'est comme un mariage. Les mariages précipités, ça peut capoter plus facilement. Donc, il faut prendre le temps et avoir le temps qu'une levée de fonds, c'est chronophage et que ça va vous demander beaucoup de temps. Donc, mais c'est du temps qui vous permettra de bien connaître votre fonds d'investissement et d'être sûr que vous êtes aligné au niveau des valeurs. Voilà. Merci beaucoup, Marjorie. Et enfin, donc on va terminer avec Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie Chamois, Energy Pool. Donc brièvement, Anne-Sophie, ce que tu veux nous dire, donc ce que fait Energy Pool pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Et puis ensuite, du coup, je te demanderai de partager l'expérience d'Energy Pool en matière de recherche de financement, de levée de fonds. Alors on me dit qu'on doit un peu accélérer, donc voilà, je te livre le... J'allais dire sur la deuxième question, est-ce que j'ai 2 heures? Si tu peux synthétiser, c'est mieux. Ça marche. Merci, c'est bon. Donc Anne-Sophie Chamois d'Energy Pool. Donc Energy Pool, on est une société qui a été créée à Savoie-Technolac en 2009, une certaine ancienneté maintenant. Historiquement, on était agrégateur d'effacement. C'est un peu barbare comme nom. Notre job historique, c'est de contractualiser avec des gros consommateurs d'électricité, essentiellement des industriels, et de négocier avec eux des temps de coupure. Donc des moments où ils peuvent baisser leur consommation électrique pour soulager le système électrique quand il y a des moments de surchauffe ou quand on manque de moyens de production et qu'on est obligé d'aller solliciter les moyens les plus polluants. Donc en gros, pour éviter d'allumer une centrale charbon ou un groupe électrogène qui fonctionne au diesel, nous on s'est dit qu'il était peut-être plus intelligent de demander à la consommation, et en particulier aux plus gros consommateurs, s'ils ne pouvaient pas réduire la voilure et peut-être décaler leur consommation à des moments plus importants. Ça, c'est l'idée de départ. Depuis, on s'est pas mal développé. On a surtout développé des outils de modélisation de la consommation pour identifier comment et quelle consommation peut être flexible, reportable,
etc. Donc c'est des outils informatiques assez coûteux. Et puis notre dernière offre là qui se développe pas mal et qui nécessite pas mal de financement aussi, c'est qu'on accompagne les gros industriels, donc avec qui on a des relations historiques, à s'électrifier. Il y a beaucoup d'industriels qui fonctionnent encore au gaz, notamment pour leur procédé de chauffe. Et donc on les accompagne, on essaie de co-investir avec eux dans l'électrification de ces fours et de dimensionner ces fours de manière électrique, de manière à ce qu'ils soient aussi flexibles que possible pour pouvoir ensuite être valorisés sur le système électrique. Donc on améliore le rendement de l'investissement. Ça, c'est grosso modo notre offre de service. Je vous ai dit, on est actif depuis 2009, on a été créé en 2009. Je voudrais juste dissiper peut-être un malentendu, mais pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, je ne suis pas DAF, je ne l'ai jamais été, je ne le serai sans doute jamais. En revanche, je suis chez Energy Pool depuis 2012, donc j'ai une relative ancienneté. J'ai été en charge des affaires juridiques, donc je connais un petit peu les dossiers de financement, toutes les phases par lesquelles nous sommes passés. Juste pour vous donner une idée, depuis 2009, je crois qu'on a connu un peu plus d'une quinzaine de DAF. Donc, vous en déduisez ce que vous voulez, la recherche de financement chez Energy Pool n'a pas été un chemin de croix. C'est même un sujet encore sensible aujourd'hui. Peut-être que je vais m'autodétruire à la fin de cette conférence. J'ai été la seule à accepter de témoigner. Dans l'entreprise, j'ai trouvé personne qui acceptait de participer à cette table ronde. Et pour la faire courte, de tous les schémas qu'on a vus tout à l'heure, on a tapé à tous les râteliers, on a coché toutes les cases, même deux qui ne figurent pas dans ce graphique, qui sont la sollicitation de l'épargne des salariés. Donc on a eu une période où on est allé, avec plus ou moins de tact, taper dans les bas de laine de nos salariés. Et même maintenant il y a prescription, c'est pas filmé, personne ne me suit. On a eu 2 petits passages aussi au tribunal de commerce. Donc on a vraiment connu le creux de la vague. Et depuis 2 ans, du fait de la conjoncture, peut-être de choix stratégiques judicieux, renversement complet de tendance. Et là, on ne prête qu'aux riches. Notre souci de financement, d'un seul coup, s'envole. Et on a quand même pléthore de candidats pour soit nous prêter, soit monter au capital. C'est assez fulgurant et vertigineux pour ceux qui sont là depuis un moment dans l'entreprise. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux peut-être donner un peu de perspective, dire un petit peu quelles ont été... voilà, on a vu, il y a les différentes étapes, vous avez parcouru un peu tout le chemin, là. Donc là, tu dis depuis 2 ans, finalement, depuis le Covid, vous êtes plutôt sollicité, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus de quoi il retourne exactement ? Alors, disons, depuis 2 ans, notre activité prend tout son sens. L'explosion des prix qui a eu un effet prix, volume, chiffre d'affaires. En France, en Europe et partout où on a des activités. Peut-être, alors je vais revenir peut-être sur le mode de financement d'Energy Pool. Energy Pool a été créé en 2009 et très très vite, en fait, le dirigeant a souhaité ouvrir son capital à un industriel, en l'occurrence Schneider Electric, parce qu'il avait d'emblée des ambitions de développement international qui nécessitaient un financement assez conséquent. Donc il a choisi Schneider Electric de par sa présence internationale aussi pour faciliter les synergies, etc. etc. Schneider Electric est monté au capital donc en décembre 2010, il est monté à hauteur de 51%. Il est monté un peu plus haut et puis il est redescendu et puis il est sorti l'année dernière. Donc divorce consommé pour de multiples raisons, on s'entend encore très bien. Mais on a eu ce passage de Schneider Electric et désormais la société est majoritairement détenue par les fondateurs initiaux. Dans ce parcours, je voulais juste peut-être quelques éléments qui m'ont marqué. Le premier, c'est que alors aujourd'hui, tout va bien, on sourit, on a recruté 60 personnes en l'espace de 4 mois. C'est la success story dont on rêvait depuis le début et qui arrive très, très soudainement. Mais alors, c'est pareil, c'est pas de la fausse flagornerie, mais tout ça n'aurait pas été possible sans la pugnacité ou la ténacité du fondateur, qui depuis le départ sait ce qu'il veut, c'est avec qui il veut s'associer ou avec qui il ne souhaite pas s'associer,
Je pense qu'il s'est fâché avec la moitié du milieu financier local, national. Donc voilà, c'est une personnalité clivante, comme disent les différents interlocuteurs avec qui on a eu affaire. N'empêche que s'il n'avait pas eu cette vision et cette ténacité, on ne serait pas là aujourd'hui. On a eu un certain nombre de collaborateurs et des collaborateurs formidables qui ont quitté la boîte parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique de financement du dirigeant. En revanche, on n'a jamais eu de collaborateurs qui nous ont dit « vous développez le produit A, je préférerais le produit B, donc je m'en vais ». En revanche, vraiment, cette politique de financement a été la cause de départ nombreux. Et donc, il a tenu le coup. Donc ça, voilà, de maintenir ce cap et cette vision, il faut lui rendre grâce aujourd'hui. Peut-être le deuxième sujet, mais tout le monde l'a dit, c'est de trouver les bons interlocuteurs. Pareil, le dirigeant, il a sa vision très claire. Il a claqué la porte à des investisseurs prestigieux parce qu'il ne le sentait pas, parce que... Voilà, et à l'inverse, on a trouvé aussi, et pareil, c'est pas de la fausse flagornerie, c'est pas parce que je redoute une gifle, mais on a trouvé dans le Crédit Agricole un partenaire bancaire, j'allais dire exceptionnel, remarquable en tout cas, à tel point, voilà, pour la petite histoire, on va créer une structure et donc il faut lui créer un compte bancaire. Et donc la seule consigne qu'on a eue de notre président, c'est voilà, faites le nécessaire, mais au Crédit Agricole des Savoies. Donc voilà, et le Crédit Agricole est arrivé précisément au moment où on était au creux de la vague. Donc il existe aussi des investissements bancaires qui jouent leur rôle d'accompagnateur, pas que dans les moments où ça va bien. Et le dernier point, c'est quand même, voilà, on ne prête qu'aux riches. Et c'est vrai que voilà, dès lors qu'on a quand même un business model qui tient la route, des premiers succès, fatalement, les financements arrivent aussi. Et donc, dans financier et philanthrope, c'est pas le même fil au début, hein, ça sonne pareil, mais c'est pas la même chose. Et donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut déjà avoir un projet robuste. Et ça, c'est le propre de l'entrepreneur, quelle que soit sa teinte verte ou impact, il faut que le dossier soit solide d'abord. Merci Anne-Sophie. Donc en fait, de ce que j'entends, c'est vrai que l'importance d'avoir un projet bien ficelé, une vision, et de le porter, vraiment de l'incarner pour pouvoir l'expliquer et le défendre. Donc c'est ce que j'entends globalement. Donc on va passer avant de passer à une période de questions-réponses, je vais vous demander un exercice qui n'est pas simple à chacun. Et en conclusion, c'est de me dire en 1 minute, mais maximum, chacun, pour l'aspect financier bien sûr, mais quelles sont en résumé les attentes que vous avez vis-à-vis des entreprises, et vous, d'un point de vue entreprise, rapidement, quels sont les besoins que vous attendez clairement des acteurs du financement. Donc, eh bien, je te laisse la parole. Alors, le problème, c'est que les acteurs du financement, selon l'étage auquel ils interviennent dans la société, on n'attend pas la même chose de sa banque que du fonds qui pourrait investir au capital, a fortiori s'il est minoritaire ou majoritaire. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Dans tous les cas, je pense que, alors là je me substitue à mon PDG, lui, ce que je l'ai toujours entendu dire à chaque fois qu'on a tenté des levées de fonds, et j'ai oublié de mentionner ça, hein, mais depuis 2009, tous les ans, on a pitché un nombre de fois incalculable, on a préparé avec des équipes M&A ou sans équipe M&A, on en a dû au moins 3 banques d'affaires, on en a écumé des équipes, mais à chaque fois, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il recherche un partenaire de long terme, industriel, qui l'accompagne, et aussi, cerise sur le gâteau, et là, c'est vraiment ce qui s'est passé l'été dernier, des interlocuteurs qui se causent et qui se mettent en réseau, et aussi qui nous mettent en relation avec d'autres acteurs. Là, alors, on a fait entrer l'été dernier un fonds à impact très minoritaire dans notre capital. Ce fonds nous a mis en relation avec un cabinet qui est en train là de nous accompagner sur une transformation assez structurelle de l'entreprise. En fait, le fondateur va créer une fondation actionnariale à laquelle il va transférer l'intégralité de ses titres. Donc, voilà, ce cabinet qui nous accompagne dans cette transformation, à la fois juridique, organisationnelle, nous a été servi par ce fonds à impact. On ne les connaissait pas avant. Donc, toutes ces mises en relation-là, c'est très précieux et pour ça, il faut causer. Et pas seulement s'envoyer des fichiers Excel.
L'importance de l'écosystème. Angélique. Moi, je ne vais pas faire très très original. Les éléments dont on a surtout besoin du coup nous en tant que banquier, c'est un BP bien ficelé, un business plan bien ficelé, et surtout d'avoir un interlocuteur face à nous qui justement nous inspire confiance et incarne vraiment son projet. On a vraiment l'homme là encore avec un grand H est au cœur finalement du projet et c'est un point qui est peut-être pas forcément bien mis en avant, mais en tout cas voilà, on a les chiffres, on a les tendances, on a les explications de ces chiffres, et puis on a finalement un pilote, un ou une pilote, ou des pilotes du coup, et qui sont hyper importants également. Voilà en 1 minute, rapidement. Merci. Alors pour nous, ça va être exactement pareil que Google. Donc il faut en effet un BP financier et extra-financier bien ficelé. J'insiste sur le BP extra-financier. En fait, si vous faites appel à un fonds impact, il faut vraiment que vous travaillez cet aspect-là, que vous ayez mis en place des indicateurs, que vous ayez l'envie de le faire. Et aussi l'intuité personae est vraiment extrêmement important. En fait, c'est vrai que on juge un peu un projet à celui qui nous le présente et la relation qu'on va avoir avec le dirigeant et son équipe de direction est primordiale pour la réussite du projet et la réussite de la collaboration. Merci. Alors, côté Urban Rhône-Alpes Entreprises, nous, ce qu'on attend, c'est que les entreprises viennent nous voir pour présenter un projet. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de partir de votre projet et pas de qu'est-ce que je peux avoir comme financement. Parce que ce qui est vraiment important, c'est votre projet et ensuite on verra. Et le deuxième point, c'est aussi de parler avec les financeurs et de ne pas déposer des dossiers à tout va, à tous les guichets, parce que vous allez perdre votre temps. C'est de parler avec les gens qui savent et qui pourront vous aiguiller et sur le bon dossier, et sur le bon guichet, et sur ce qu'il faut mettre dans le dossier. Donc que ce soit nous, ou que ce soit directement l'ADEME, BPI ou les gens avec qui vous avez les contacts, et parlez avec eux avant de déposer votre dossier, vous gagnerez beaucoup de temps. Merci. Benoît, pour finir. Et alors, par rapport à ce qui a été dit, nous, on a rencontré, parce qu'on parle de trouver les bonnes personnes, on est allé taper à toutes les banques. Et on est côté Auvergne-Rhône-Alpes, pareil, on est allé voir tous les conseillers qui existaient. Et on s'est fait un peu tirer les bretelles pour ça. Tout ça. Et pour nous, c'était quelque chose de très important, parce qu'en fait, même sur la partie bancaire, on cherchait pas vraiment quelqu'un qui allait juste on signait le papier et puis c'est bon, mais vraiment quelqu'un qui comprenait le projet et qui comprenait notre besoin. Donc pour nous, ça a été très difficile de trouver les bonnes personnes. Et là, je vais faire plutôt un conseil par rapport aux entreprises qui sont ici. On parle de faire des prévisionnels financiers et extra-financiers. Directement, quand on crée sa société, dès qu'on entend ça, c'est gros financement. Enfin, ça nécessite des financements pour faire ça. Il y a plein de solutions et c'est là aussi où notamment les incubateurs peuvent vous aider. Il y a plein de solutions qui peuvent permettre de répondre à ces besoins-là sans financement. Nous, par exemple, sur la partie prévisionnelle mais extra-financier, du coup, l'analyse de cycle de vie de ce qu'on fait, on s'est tourné vers les écoles qui nous ont permis du coup de faire là les arrêts métiers, par exemple sur Technolac, avec des ingénieurs hyper professionnels. On a pu sortir du coup des analyses très très pertinentes où finalement ça nous a demandé du temps et du partage et c'est gagnant-gagnant pour tous les acteurs sans finalement sortir de moyens financiers. Donc il faut penser à ces solutions-là également. Merci, c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on démarre un projet, on n'a pas forcément les financements et on se dit pour pouvoir faire ces BP, etc., j'ai besoin, comment je fais quoi. Et merci pour ta conclusion qui était vraiment très très perspicace. Maintenant, je vais ouvrir à la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous inviterai donc à vous signaler. Et puis, à chaque fois, me dire votre prénom, votre nom, quelle entreprise ou organisation vous représentez, et puis surtout, à qui vous posez la question. Merci Séverine. Du coup, je vous fais passer le micro. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir éventuellement à une question. Peut-être j'avais envie de rebondir sur 2 points. Parce qu'en tant que néophyte de ces sujets-là, moi, c'est pas mon métier, le sujet du financement, des levées de fonds, etc. Et en gravitant depuis un peu plus d'1 an au sein du pôle et de ces différents acteurs, il y a quelques mécanismes que j'ai cru comprendre, qui sont que, quand on se développe en fonds propres, on peut parfois un peu tirer la langue au bout de 3-4 ans. Je pense qu'il y a des acteurs ici qui pourront en témoigner.
Et donc, on peut parfois se dire, oui, ben, ce système-là, c'est un peu le monde, l'ancien monde. On pourrait penser, c'est peut-être, est-ce que ça nous permet de opérer la transition qu'on veut? Sauf que c'est ça aussi qui permet d'avoir des leviers pour pouvoir aller chercher de l'impact. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'intérêt, par exemple, d'ouvrir son capital et de faire entrer des investisseurs, c'est d'augmenter du coup ses fonds propres. En augmentant ses fonds propres, on augmente la capacité de demande de subvention, puisque c'est du 1 pour 1 de ce que j'ai compris. C'est 1 euro de fonds propres égale potentiellement 1 euro de subvention, ce qui s'explique aussi parce que l'État ne va pas subventionner indéfiniment des business qui ne sont pas rentables, qui permettent là de faire des leviers bancaires, du levier bancaire pour aller chercher du prêt. Donc, ce mécanisme-là, qui paraît très simple une fois qu'il est dit, moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Donc voilà, ça faisait partie des choses. C'est pourquoi on voulait avoir les 3 représentants aujourd'hui. Et l'autre point qui n'a pas forcément été évoqué, mais je sais que certains entrepreneurs ont aussi cette difficulté, c'est de dire, du coup, on voit qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Et la difficulté, parfois, c'est d'obtenir le premier feu vert. Et donc, voilà, ce qu'on voulait aussi aujourd'hui, c'est pouvoir partager en toute transparence entre la réalité des investisseurs, la réalité des entrepreneurs, la réalité des financiers, où on a tous des contraintes qui sont différentes, on a tous certainement la volonté et l'envie d'aller vers du mieux et de la transition, mais on a tous ces propres cadres de fonctionnement qui fait que parfois quand on est entrepreneur, on attend le feu vert bancaire pour enclencher le reste, mais du coup il y a un peu une partie de presque poker menteur, j'exagère peut-être un peu, mais je suis pas, voilà, j'ai pas levé de fonds, donc du coup ça ne regarde que moi. Mais voilà, pour se dire à un moment, en fait, pour pouvoir enclencher, ça fait comme un effet domino, mais il faut arriver à avoir le premier domino plutôt pour que le reste témoigne. Y aille. Question, super, merci. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Catherine Manazzi, moi je fais du jardin permacole, je rendez-vous au jardin. Ma question c'était exactement ça, c'est que dans ce méandre d'acteurs, c'était chouette de vous entendre toutes les 3, mais est-ce qu'il y a une map, un peu comme il y a pour les qu'on a vu juste avant, une map de tous les acteurs et une sorte d'ordre chronologique pour justement tirer un fil et pour éviter de taper à toutes les portes, justement, d'interlocuteurs par étape disponible, je sais pas, une map. Un schéma ou explique. Ça fonctionne, oui. Je vois avec les autres, mais de mon point de vue, effectivement, l'idéal, c'est de se tourner en premier lieu vers soit l'incubateur, soit le réseau, qui sont Entreprendre Initiative ou Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui sont justement des associations d'accompagnement des entreprises. Nous, tous, notre métier, c'est justement d'être au centre et de pouvoir orienter les entreprises vers les bonnes personnes. Donc, sur tous les sujets, que ce soit du sujet financier, mais que ce soit trouver des partenaires, comme Benoît disait, identifier le bon interlocuteur. On a des contacts avec les banques, on a des contacts avec les fonds d'investissement. Voilà, on a des contacts partout. Donc, moi, je recommande vraiment le premier pas, c'est de se tourner vers la personne la plus proche de vous. Donc, voilà, l'incubateur ou le réseau ou l'association de développement économique qui, eux, après, vont vous diriger et vont vous recommander les bons acteurs, vont vous mettre en relation aussi avec eux et vous permettre, du coup, d'éviter, effectivement, de se disperser. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc en fait, c'est vrai que l'incubateur, c'est un peu son rôle en fait de vous aiguiller dans tout ça et de vous donner accès à des experts qui vont vous accompagner sur les différents sujets. Après, comme le disait Audrey, en fait, c'est vrai que on a un peu l'impression parfois que c'est le chat qui se prend avec eux parce que c'est le premier qui dégaine qui va entraîner les autres. C'est-à-dire si BPI ou si l'ADEME donne un gros financement, c'est un exemple clé pour dire voilà le business est intéressant, donc les fonds d'investissement vont commencer de regarder et puis après les fonds d'investissement souvent font appel à une dette bancaire, donc vont pouvoir aller voir les banques derrière. Après quand même le point clé, on l'a dit toutes et c'est extrêmement important, la première chose c'est que vous ayez bien défini votre projet et votre besoin en financement, et à partir de là il y a quand même des éléments qui vont vous apparaître, c'est-à-dire que si votre besoin en financement c'est uniquement pour faire de la R&D, en fait par exemple un fonds d'investissement c'est pas forcément très adapté. Par contre si votre besoin c'est un besoin pour investir dans une ligne de production, ce genre de choses, là vous pouvez cumuler les 3 financements. Donc en fait la première chose c'est vraiment quand même bien définir votre projet.
Et puis ensuite, aller présenter votre projet global avec ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez surtout pas faire, parce qu'il y a plein d'entreprises qui veulent se développer uniquement sur fonds propres. Donc là, les fonds d'investissement, vous les rayez de votre liste. Voilà. Donc il y a aussi quand même cette part de construction de votre projet, de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous n'avez pas envie de faire. Question suivante. Pardon. Angélique. Je voulais dire que c'était très bien ce qui avait été dit juste avant. Je trouve que c'est vrai que le petit schéma jaune tout à l'heure, du coup, représentait bien tous ces éléments-là. Il manque finalement un peu les acteurs qu'il y a derrière. Mais du coup, c'est vrai que voilà, sur la partie bancaire, on intervient souvent après une levée de fonds. Donc c'est vrai que on est aussi très proche de la BPI avec qui on échange aussi régulièrement sur les dossiers. Et voilà, le premier plan se fait aussi souvent par la BPI sur ces éléments-là. Mais c'est vrai, ça mériterait qu'on potasse un peu plus le petit schéma. Je précise que le schéma vient de l'incubateur. Comme ça, s'il y avait un doute sur où aller. Thibaut. Bonjour, Thibaut de PEPS, donc projet local qui vise à transformer le bois en pellet en mobilité. Alors, une question pour Angélique, probablement. Histoire de mettre à jour nos business plans, au niveau des taux en financement bancaire d'entreprise, ça dit quoi cette année par rapport à l'an dernier? Enfin, en gros, on en est où là? Rapidement. On en est... Attention, tu signes de ton sens ce que tu vas dire. On en est à un niveau où, je refais pas l'histoire, mais globalement, on savait bien que sur les dernières années, derniers mois, on était sur des taux qui étaient historiquement bas. Quand vous pouviez emprunter pour des maisons d'habitation à 1%, c'était des choses qui, voilà, on sait que du coup, quand on a des taux relativement bas, c'est qu'il y a une économie à faire retourner, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est pas forcément le but. Mais c'est vrai que on est bien loin d'il y a quelques mois et on est tellement loin que ce qui est vraiment particulier en ce moment, c'est qu'on revient à des niveaux de taux qui sont plus classiques, on va dire, mais avec une vitesse d'accélération de cette croissance des taux qui est... Comme le climat. Comment ? Comme le climat. Voilà, exactement, et qui fait que même nous, banquiers, on n'est plus habitués. On est aujourd'hui plus capable de faire des propositions de taux qui soient valables sur un mois. Désormais, nos propositions de taux, c'est sur 15 jours, par exemple, pour donner un exemple, parce que justement, il y a ces évolutions-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, des taux à 3 à 4%, ça devient un petit peu plus habituel. Et vous dire comment ça va évoluer demain, et ben ça, j'ai pas la boule de cristal. Je peux juste vous dire que les taux aujourd'hui, pour avoir un petit peu un ordre de grandeur justement des évolutions, c'est intéressant de voir justement les taux auxquels du coup l'État emprunte. Et l'OAT 10 ans, si vous regardez sur Internet, permet au moins d'avoir cette courbe-là. C'est pas les taux de financement des banques, mais ça n'empêche que ça permet au moins d'avoir la vision. Et vous verrez très clairement du coup cette croissance du coup assez rapide. Il y a eu quelques petites stagnations du coup, mais qui étaient de l'ordre juste d'un mois, ce qui fait qu'on est vraiment sur des taux très très importants. Et du coup, dans la mise à jour des BP, c'est des sujets qui sont hyper importants à bien notifier. Exactement. Merci, Angélique. Autre question? Benoît. Bonjour, Benoît de la solution native, une solution de compostage. Moi, j'ai une question pour Marjorie. Quel est le pourcentage généralement de participation des fonds? Est-ce qu'il y a des règles aussi par rapport à des projets à venir? J'ai pas d'informations sur ce sujet-là à vous fournir, donc je suis désolée. Par exemple, est-ce que c'est 30% quelle est votre participation dans le capital de la société? Pardon. Quelle participation dans le capital de la société? En fait, les fonds vont dans leur thèse d'investissement indiquer s'ils souhaitent souvent être majoritaires ou minoritaires. En fait, c'est plutôt ça. Nous, l'avantage d'être un family office, c'est qu'on fonctionne, on n'a pas de compte à rendre à des souscripteurs. Donc en fait, nous, c'est un petit peu selon les besoins de l'entreprise. Après, on souhaite être actif dans la relation avec l'entrepreneur. Donc même si on est minoritaire, on va demander à avoir une place au conseil d'administration pour pouvoir, au comité de surveillance, pour pouvoir accompagner l'entreprise dans son développement. Et après, cette information, vous pouvez la trouver quand vous allez sur les sites des différents fonds d'investissement. Ils vont vous indiquer leur thèse d'investissement.
Et donc, s'ils souhaitent être majoritaires ou minoritaires au capital. Merci Marjorie. Autre question? REI Industrie, nous sommes une entreprise qui est dans l'économie circulaire et qui réemploie en fait des équipements électriques obsolètes. Voilà. Donc les revend, les démantèle et les revend. Et donc ma question sur le volet financier, s'adresse à toutes, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce volet financier pour inciter des entreprises qui ne sont pas de l'économie circulaire à travailler avec des entreprises de l'économie circulaire? On a commencé par les différents types d'entreprises. Je vous prends cet exemple. Lorsque donc, on va dans des entreprises démantelées, en fait, est-ce qu'il y a des incitations pour le directeur financier d'une entreprise dans le domaine non circulaire d'avoir une attitude vertueuse, c'est-à-dire ces équipements, éviter de les jeter ou de les ferrailler et de travailler entre guillemets avec nous. Voilà. Donc c'est utiliser le levier financier, que ce soit au niveau des taux, que ce soit au niveau de la participation, de pouvoir invoquer auprès des différents banques ou institutions financières le fait de travailler avec des sociétés de l'économie circulaire et de le valoriser dans le business de cette entreprise non circulaire. Alors moi, je vais répondre nous concernant. En fait, on fait un bilan carbone des entreprises dans l'économie. Donc évidemment, il y a les 3 scopes. Donc vous entrez dans le scope 3. Donc en fait, si l'entreprise veut se décarboner et veut faire un plan d'action active, évidemment, il y a tout ce qu'elle peut faire en interne pour diminuer ses émissions carbone. Mais après, il y a tout ce qu'elle peut faire en externe avec ses partenaires, ses fournisseurs, etc. Et donc, dans ce cadre-là, c'est évident que se tourner vers des sociétés, enfin vers l'économie circulaire pour améliorer son bilan carbone, c'est un élément clé. Donc oui, on va pousser nos entreprises qui ont un bilan carbone élevé ou pas d'ailleurs, mais dans leur plan d'action, à aller décarboner le scope 3, et vous faites très clairement partie du scope 3. Oui, moi, je complète du coup sur la partie bancaire. J'évoquais tout à l'heure le sujet de l'éclairage ESG où on vient justement interroger nos clients pour savoir justement ce qu'ils font aujourd'hui. En fait, quand on vient discuter avec les clients, il y a un intérêt du coup de mieux connaître nos clients. Hein, c'est la connaissance client qui fait partie de notre travail, de mieux les accompagner. Et il en va aussi finalement de nos décisions finalement d'octroi, de financement. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, cet éclairage ESG, en fait, nous amène à une note qui aujourd'hui est intégrée dans les dossiers de crédit. Donc tout le monde y a accès, les décisionnaires du coup des dossiers de crédit y ont accès. Elle n'a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pas de lien direct avec justement la décision qui va être prise. Mais on sait très bien qu'on va vers ces actions-là. Et c'est très probable que demain, voilà, quelqu'un qui ait une note qui soit justement plutôt faible parce qu'elle n'a pas engagé un certain nombre d'actions, on va très probablement pas arrêter de la financer parce qu'on a quand même besoin de continuer à financer l'activité. Par contre, on va lui recommander très 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 fortement d'aller faire au moins un bilan carbone, un audit énergétique, commencer vraiment à travailler sur ces sujets-là de façon la plus simple possible pour malgré tout quand même avancer avec eux. Et en parallèle, du coup, pouvoir proposer à des entreprises qui vont avoir des notes un petit peu plus élevées, des sujets de taux bonifiés, de pré-impact dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est hyper important de se dire que voilà, en termes de décision de crédit, on a aussi un rôle à jouer par rapport à ça. On a également du coup une réglementation, hein, la BCE nous impose de suivre justement nos impacts crédit. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais nous en tant que banque, du coup, on a fait notre bilan carbone, on le fait tous les ans. Notre bilan carbone aujourd'hui, si on regarde la partie interne et la partie, justement le scope 3, ce qui est émis du coup via les financements de nos clients, on a un rapport de 1 à 100. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire en interne, la mobilité, etc. C'est évident, mais on a aussi beaucoup de choses à faire avec nos clients sur ces thématiques-là. Et en fait, pour réduire ce niveau de 100, du coup, on a beaucoup de choses. Et donc, ces décisions d'octroi de crédit, savoir finalement à qui on vient prêter l'argent, devient une problématique hyper importante.
Donc j'ai posé cette question aussi en tant qu'adhérent de Solicir, parce que je pense que vous faites cette réunion aujourd'hui sur le financement, elle est très pertinente. Et je pense qu'il y a, sur ce sujet, il y a matière à travailler ensemble sur ça. Merci Paul. Juliette a une question. Bonjour, Juliette de Rondy Solutions. Alors nous, on est un cabinet de conseil climat. On accompagne nos clients qui sont des industriels pour la vaste majeure partie dans l'atténuation. Donc on fait leur bilan carbone, trajectoire de décarbonation et puis aussi tout ce qui est adaptation, donc analyse des risques climatiques auxquels ils sont soumis. On commence à avoir des retours d'un certain nombre de nos clients sur le fait que leurs financements sont différents en fonction des critères ESG. Donc je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Pour peut-être pas le Crédit Agricole directement puisque vous venez d'y répondre, mais si c'est effectivement une évolution qu'on voit dans le système bancaire et de quel est-ce qu'on parle dans un monde où les taux je dirais pas s'envolent, mais pas loin, quelle est l'amplitude en fait de cette différence de taux qu'on a sur des entreprises plutôt vertes ou des projets plutôt verts versus des projets, je dirais, standards. Merci. Je vais difficilement pouvoir parler au nom de tous les établissements bancaires. En tout cas, ce qui nous concerne, globalement, on va être aux alentours de 20 BP de moins, par exemple, sur justement du financement bancaire d'actifs vertueux. Et en parallèle, si on regarde du coup, donc ça vaut voilà, pour les taux bonifiés. Et après, sur la partie prêt... 20 BP, c'est ça que Oui, 20 BP, c'est 0,2. Enfin, globalement, si vous avez un prêt à 4%, pardon, on sera à 3,8. Voilà, c'est plus simple de dire comme ça, merci. Et sur le prêt à impact, là, on va pas non plus venir faire typiquement le 20 BP, on va éviter justement d'aller à ces niveaux-là parce que on a dit tout à l'heure, hein, si on vient le réduire, on vient également l'augmenter. Donc l'intérêt derrière, il n'est pas franchement spécifiquement sur l'intérêt financier, même si c'est une carotte aussi finalement. L'intérêt, il est vraiment de pouvoir se dire que au-delà sur la politique en fait de l'entreprise même, désormais on vient considérer que le volet financier est impacté aussi du coup par ces fameux critères ESG et on a vraiment en fait une vocation à inscrire ces critères extra-financiers. En tant que banque, finalement, on vient demander tous les ans des éléments comptables, on vient demander, on peut avoir des dossiers de financement sur lesquels tous les ans on vient demander c'est quoi le niveau de fonds propres, on en est où en termes de dette, etc. On vient demander des respects de ratios financiers, ça c'est très très habituel. Le fait désormais finalement d'aller demander à un tiers externe ou un comptable du coup de demander finalement le justificatif du nombre de kilowattheures qui a été consommé, et ben en fait tout le monde n'est pas encore bien habitué à ça. On fait beaucoup de sensibilisation aussi à ce sujet, d'autant plus que parler d'un nombre de kilowattheures c'est bien, sauf que si on a une croissance d'entreprise, potentiellement, elle peut elle-même consommer également. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon ratio. Est-ce que c'est par rapport à des milliers d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est par rapport à un nombre d'employés? Bref, il y a vraiment du coup toute cette démarche en amont qui est hyper importante. Nous, on n'a clairement pas vocation à obliger justement sur ces thématiques-là. On a plutôt vocation à l'inciter. Et puis derrière, c'est la construction en fait des différents indicateurs, choisir l'indicateur et viser du coup les bons objectifs qui est hyper important. Peut-être juste un point aussi, parce que nous, on est concernés par ça. La difficulté aussi, c'est la multiplication des indicateurs. Parce qu'on peut avoir des indicateurs ESG au titre du prêt à taux bonifié, des indicateurs ESG au titre du reporting qu'on doit faire, nous, pour le fonds impact, des indicateurs aussi à suivre de manière générale, réglementaire. Et si les ratios ne sont pas les mêmes, il faut deux temps plein pour produire les reportings. Bon, alors après, le bilan carbone, des 2 temps pleins supplémentaires pour faire les... donc tout l'enjeu aussi, c'est d'aligner ces indicateurs. Alors nous, on a la chance d'être justement alignés sur cette question-là et d'essayer de synergiser nos indicateurs au maximum. Mais il y a aussi ce risque-là qui nous pend au nez quand même. Et je rebondis peut-être du coup justement par rapport à ça. C'est pour ça que ces prêts impact aujourd'hui, on les propose notamment pour les entreprises qui sont matures sur ces sujets-là, parce que c'est clairement pas le but que d'aller créer une charge supplémentaire pour suivre des indicateurs. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une ambition aussi derrière de l'entreprise. Et on sait bien que une start-up qui se développe, elle a un cœur d'activité, mais développer une politique RSE en même temps qu'on essaie de développer un chiffre d'affaires, c'est pas forcément toujours évident. Ça veut pas dire que ça peut pas se faire, mais voilà, il y a un temps aussi d'adaptation aussi sur chacun de ces éléments, et c'est hyper important d'en tenir compte.
C'est aussi pour ça qu'on trouvait ça intéressant d'avoir 2 témoignages de 2 entreprises avec 2 niveaux de maturité différents. Dernière question. Bonjour, Sébastien, je suis chercheur en nutrition et je viens d'arriver ici en France au mois d'avril dans le cadre de mes recherches, donc on pourrait considérer micro-entreprise, mais c'est sur un aspect financier global, car je vois après 20 ans en Amérique du Sud qu'il y a toute une économie qui s'est créée autour d'un sujet qui nous affecte aussi et qu'on travaille beaucoup dans les pays en voie de développement. Combien estimez-vous que cela représente cette transition écologique en France, on pourrait dire, ou ici au niveau local, en termes de chiffres? Parce qu'il y a eu des créations, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus, il y a des fonds d'investissement qui investissent là-dessus. À combien de milliards? Ici, on pourrait, s'il y a des chiffres du gouvernement qui sont estimés que cette nouvelle économie, qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, moi je suis parti en 2003, qu'on n'a pas en Amérique du Sud, pas développée comme elle est développée, il y a tout un système. Donc, est-ce que vous avez ce chiffre-là? Qu'est-ce que ça représente? Merci. Alors, moi, je vous avoue, je ne l'ai pas. Je laisserai du coup mes collègues. Quoi? Le seul point qui est important peut-être à savoir, qui est plutôt du coup un chiffre mondial et qui est sur les enjeux surtout environnementaux, il a été chiffré. Alors, moi, j'ai l'information par Carbone 4, qui l'a peut-être par ailleurs, que globalement, pour pouvoir atteindre du coup un niveau, enfin sans augmenter du coup le niveau de température au niveau de la planète, on a besoin d'injecter tous les ans 40 000 milliards de dollars d'investissement. Tous les ans pour pouvoir justement atteindre à ces niveaux-là. C'est au niveau mondial, pas encore sur les Savoies, ça serait bien de faire le chiffre. Là, actuellement, il y a un défi et que vous ne voyez pas beaucoup ici en France. Vous êtes même en retard. C'est sur le thème de la sécurité civile, où il y a un facteur pour les entrepreneurs à prendre en compte, c'est ces effets climatiques qui vont engendrer des catastrophes, mais des catastrophes récurrentes. Là, on a une visibilité sur les 20 dernières années, et ça a un impact sur notre activité, et l'activité de l'être humain en particulier. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'investir et d'être préparé à ce type d'événement. Merci Sébastien. Peut-être, nous, c'est des questions qu'on nous pose aussi, alors à notre toute petite échelle de l'économie circulaire en Savoie-Haute-Savoie, de dire c'est quoi le poids de l'économie circulaire. Et ça fait partie des questions de dire est-ce qu'il faut qu'on développe un observatoire pour être en capacité de dire sur l'économie circulaire, le poids de l'économie circulaire, c'est tant d'emplois, tant de chiffre d'affaires, etc. Donc on dit ok, super, on adorerait avoir cette réponse. Aujourd'hui, on est bien incapable parce que s'il fallait compiler des codes NAF de secteur d'activité, quand on fait dans l'outdoor, par exemple, dans le numérique, on peut chiffrer et on peut. Là, en fait, vous l'avez vu, l'économie circulaire, elle est partout. C'est transverse. À quel moment on estime qu'une entreprise comme le Crédit Agricole, elle est dans l'économie circulaire? Est-ce qu'on estime que les 2500 salariés sont là-dedans? Oui ou non? En fait, voilà, on voit bien que il y a une complexité derrière qui fait qu'on veut tous ce chiffre, mais l'ingénierie à mettre en place, elle n'est pas naturellement facile à faire. Merci. Oui. Ah, pardon. Un mot. Juste, vas-y. J'ai pas de chiffres. C'est juste pour indiquer qu'au niveau des fonds publics, il y a quand même une volonté au niveau de l'État et de la région et de tous les fonds publics de ne donner des financements publics qu'aux entreprises qui, évidemment, n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc il a vraiment été écrit noir sur blanc dans tous les documents qu'il n'y a pas 1 euro de fonds publics qui sera donné à une entreprise qui a un impact négatif et que priorité sera toujours donnée aux entreprises qui peuvent mettre en avant des impacts positifs, donc sur l'économie circulaire, sur la décarbonation, sur tout. Donc voilà, ça donne pas un chiffre, mais il y a quand même une vraie volonté d'utiliser les fonds publics pour ce système vertueux. Merci Aurélie. Eh bien, ça permet de clôturer cette table ronde. Je vous invite à applaudir et à remercier chaleureusement nos intervenants.